Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Dans cette première dose d'anti-Todd, on va tout naturellement commencer par quelques notes de lecture sur les toutes premières pages du best-seller d'Emmanuel Todd, intitulé La défaite de l'Occident. Et cela va nous faire commencer très fort, étant donné qu'Emmanuel Todd lui-même, qui est, disons, un rédacteur consciencieux, un bon auteur, a choisi, et il a très bien fait, de lui-même de démarrer très fort. Et venons-en donc à ces premières pages, toutes premières pages de ce texte fondamental d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. Alors Todd, c'est un intellectuel français, mais qui a aussi traîné ses guêtres dans les universités anglo-saxonnes, et il est bien conscient de sa position sur la chaîne trophique culturelle occidentale. Donc, bon, par rapport aux universitaires anglo-saxons, si vous voulez, à part dans un ou deux domaines un peu spécialisés, vous voyez, un peu culinaires comme ça, où malgré tout la French touch va quand même toujours apporter sa plus-value. Mais enfin bon, en gros, voilà, Todd a des idées très précises quant à la localisation du manche, puisque bon, bah, c'est de toute évidence l'auteur d'une carrière universitaire brillante, axé autour de la ferme intention de se trouver du côté du Manche. Bon, bah, ça implique de savoir où il est, le côté du Manche. Et là, en l'occurrence, bah, il est quand même plutôt du côté anglo-saxon. Exactement comme Thomas d'Aquin part d'Aristote. Bon, bah, Emmanuel Todd, donc, au sein de ce que j'appelle cette école pseudo-réaliste de la pensée de l'Occident terminal, va se trouver un saint patron en la personne de Merzheimer. Alors évidemment, il ne va pas se proclamer disciple servile, voyez, bon, c'est pas non plus tout à fait la pensée du califat. Il va s'efforcer de faire valoir sa petite différence spécifique, voyez, son avantage concurrentiel, parce que lui, il ajoute un peu quand même on va dire, de théorie de la culture, bon, à mon avis, sans concept de culture, mais ce qui est gênant. Mais enfin, voilà, il va dire non, oui, alors Merzheimer, c'est la base, donc, voilà. Prenez, mangez, buvez. Bon. Mais vous allez voir qu'une fois traduit en français par mes soins, ça devient quand même encore, voyez, il va y avoir quand même de la French touch, il va y avoir de la pâte molle. Et donc il commence son exposé par nous présenter ce que lui interprète, mais je crois qu'il a raison, comme l'axiome de la pensée de géostratégique, historique, allez savoir, de Merzheimer. Et effectivement, je dirais que dans ce concentré du faux, qui est pour moi la défaite de l'Occident, eh ben, on commence avec cet axiome. Alors, il se trouve en effet que cette notion d'axiome est ici employée à bon escient, parce que dans ce concentré du faux, qui est pour moi la défaite de l'Occident, il n'y a probablement pas d'affirmation, de propositions plus fausses que justement celle-ci, la première et la plus fondamentale, que je vais vous lire dans le texte. Alors, de même, dire qu'il existe des États-nations enracinés dans des cultures diverses constitue un axiome qui, même s'il est asséné à répétition de manière un peu dogmatique, comme le fait Merzheimer, présente un haut degré de vraisemblance. Donc, je répète l'axiome, qu'il existe des États-nations enracinés dans des cultures diverses. Alors, en réalité, malheureusement, c'est une formulation un peu floue, un peu incomplète, mais disons que le contexte textuel immédiat permet de la préciser. Alors, notamment quand il dit qu'il existe, en réalité, ce qu'il veut dire, on va très vite s'en rendre compte, c'est qu'il n'existe que. C'est-à-dire que l'humanité actuelle, l'échiquier international, voyez, bon, est constitué de manière exclusive ou presque exclusive, voilà, d'États-nations enracinés dans des cultures diverses. Alors, ce qui m'incite à ajouter cette précision, c'est notamment la phrase immédiatement suivante que je vous lis. Après tout, le monde issu des grandes vagues de décolonisation de la seconde moitié du XXe siècle s'est organisé en États qui ne pouvaient imaginer autre chose que de tenter de devenir des nations. Voilà. Et maintenant, encore une phrase, la phrase qui tue. Il suffit de regarder la composition de l'ONU pour s'en convaincre. Donc
Donc bon, c'est quand même assez clair, hein, le monde est composé de pays, et ces pays sont pratiquement tous des États-nations, d'ailleurs pour la plupart issus de la décolonisation. Et si à ce moment-là, quelqu'un a l'impertinence de demander « Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle exactement un État-nation » À ce point-là du raisonnement de Todd, parce que jusqu'à ce point-là, il pourrait encore être cohérent. Assez peu intéressant en fait, mais encore cohérent. C'est plus tard que va apparaître la contradiction dans les termes qui en fera un raisonnement sophistique. Mais jusque-là, on pourrait encore lui donner, si vous voulez, de l'extérieur une cohérence qu'il n'a pas, en présupposant que, puisqu'il évoque l'ONU, bon, c'est qu'il doit s'agir d'une définition nominaliste de l'État-nation. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un nominalisme de l'État-nation. Alors, c'est quoi l'État-nation? C'est un autre mot, c'est un synonyme de pays, voyez, au sens de l'ONU. Hein. Donc, vous avez des pays représentés à l'ONU. Eh ben, une autre manière de faire référence à ces pays, c'est de dire les États-nations. Donc, en gros, quand vous avez un truc, vous voyez, vous avez un ami, un voyageur qui vous envoie une photo depuis je ne sais quel bled, etc. Et vous dites, regarde, là, la ville, la vallée bon, voilà. Et alors, vous vous demandez, mais là, du coup, là-bas, il y a un État-nation ou eh ben, c'est pas difficile. Il faut téléphoner à New York, hein, donc au siège de l'ONU, demander le camarade Guterres, et lui demander, hein, donc comme si vous voulez comme dans le cas des organisations syndicales, hein, le camarade tel, le camarade XY, il est chez nous, il a cotisé, il est syndiqué ou pas? Bon, et ben pareil, le syndic, le responsable syndical Gutiérrez prend sa liste, hein, et puis passe la liste en réalité, non, là non, désolé, la ville, la capitale là dont vous me parlez n'est pas, c'est pas chez nous, hein, donc ça doit être une zone de non-droit, une république autoproclamée, je sais pas, voilà. Et puis, alors que si c'est sur la liste, c'est un État-nation, voilà, puisque c'est la liste des États-nations, vous comprenez, c'est leur présence sur la liste, c'est le fait d'avoir été porté sur la liste, vous voyez, qui va en faire, à ce point du raisonnement, hein, pour Todd, des États-nations. Alors bon, tout cela s'écroule hein, conceptuellement dès le paragraphe, ou plus exactement 2 paragraphes plus loin, quand vous allez lire sous la plume du même Emmanuel Todd, je cite, « À l'Ouest, l'État-nation n'existe plus. » Mais alors là, attendez, du coup, avec la définition dont on servait jusqu'à présent, ça veut dire quoi qu'à l'Ouest, l'État-nation n'existe plus? Ça veut dire que bon, maintenant, si vous appelez le camarade Guterres et vous demandez, alors écoute, Antonio, là, la Hollande, l'Autriche, regarde dans ta liste, et tout d'un coup, il vous dit, ah non, ils sont plus, là, c'est plus des États-nations, ils ont arrêté. Si, ils sont encore à l'ONU, donc ça doit encore être des États. Donc, évidemment, on se rend compte que tout cela a été une illusion. Il n'opère pas réellement avec un nominalisme de l'État-nation. Ce concept, ou pseudo-concept, chez Todd, à mon avis, c'est un pseudo-concept, dans la façon dont lui s'en sert, hein, d'État-nation, a bien une définition substantielle. Vous voyez, c'est pas juste une étiquette. C'est indexé sur une série de qualités, hein, sur une quodité, comme auraient dit les penseurs de la scolastique, et il faut, si vous voulez, l'entité, l'être considéré doit rassembler, si vous voulez, au moins une shortlist, vous voyez, définitoire, vous voyez, de telle qualité pour mériter hein, le nom d'État-nation. Donc finalement, non, il ne suffit pas d'être sur la liste, il ne suffit pas d'avoir cotisé. En fait, ça se mérite. Et ça se mérite même tellement que, si vous voulez, si on prend l'analogie de la métaphore d'une franchise, vous savez, hein, la franchise McDonald's, donc vous avez un entrepreneur local, il obtient la franchise, il faut remplir les conditions, puis en échange, il peut se servir de la marque, il peut mettre une enseigne McDonald's, vous voyez, au-dessus de son petit fast-food, en payant évidemment une commission, hein, bon. Et dans la vision de Todd, ce qui semble s'être passé, c'est que les créateurs de la marque, hein, les premiers franchisés, hein, donc en fait les États-nations d'Occident historique, ont été d'une telle négligence, c'est tellement le bordel chez eux en cuisine, que la marque, en réalité, eux, ils la méritent plus vraiment, vous voyez, c'est en train de devenir des États-nations ratés. Et c'est d'ailleurs en cela, c'est par cette précision que Todd estime apporter, si vous voulez, une valeur ajoutée intellectuelle
majeur, hein, au copier-coller des radotages de Mearsheimer. Et donc, si on reprend les phases du syllogisme, hein, en fait, du sophisme de Todd, bon, à la surface de la planète, il n'y a pratiquement que des États-nations. Alors là encore, si on se basait sur un nominalisme, là, non pas un nominalisme de l'ONU, hein, non pas en se basant simplement sur l'affiliation à l'ONU, mais si on allait regarder, vous voyez, l'intitulé des républiques, des régimes eux-mêmes, et puis de leur constitution, on pourrait être tenté de donner quand même assez largement raison à Todd, puisque, pour des raisons qu'il rappelle lui-même, hein, quand il parle des vagues de décolonisation, bon, quand la décolonisation s'est produite, très rares sont les anciennes colonies qui ont voulu revenir à l'identique, à des formes plus ou moins étatiques qu'elles avaient connues avant la colonisation. En général, les héritiers du pouvoir colonial, c'est-à-dire exactement ce que moi j'appelle l'Occident pigmenté, hein, c'est-à-dire la colonisation qui se poursuit, mais sans les Blancs. Bon. Eh bien, très naturellement, ils ont perpétué, hein, les formes pseudo-occidentales, les formes coloniales, hein, importées par le colonisateur blanc, en ajoutant généralement tel ou tel petit gris-gris, vous voyez, donc ils ont ajouté le mot indépendant, ou pas, à certains endroits le mot islamique, quand c'était dans le monde de religion islamique. Sur le drapeau, vous voyez, éventuellement une Kalachnikov, vous voyez, donc l'arme de la libération. Voilà, donc ils ont personnalisé le branding, hein, le logo, mais en gros, effectivement, les formes coloniales qui sont devenues les formes néocoloniales, sont restées en place, et ce sont des formes pseudo-occidentales, hein, ce sont des copier-coller formels de réalité à l'origine ouest et centre-européenne. En Mali, la grande majorité des États généralement issus de la décolonisation inscrits à l'ONU singent, hein, parce que de mon point de vue c'est une singerie, singent les formes institutionnelles atteintes par l'Occident historique, c'est-à-dire le colonisateur, au moment de la colonisation, qui en gros a eu lieu pendant ce que j'appelle le troisième Occident, hein, c'est-à-dire, eh oui, à l'âge des États-nations démocratiques, hein, de l'Occident historique, et c'est donc cette forme, ou au moins ce branding, hein, cette marque État-nation, qui a été récupérée, si vous voulez, par tous les franchisés récents, au moment où ils ont pris leur indépendance, c'est-à-dire, en fait, le moment où ils sont passés du modèle colonial d'origine au modèle néocolonial, hein, qui est, je le rappelle, toujours le colonialisme, même généralement un peu plus brutal parfois, mais sans les Blancs. Alors, il y a même une forme de lucidité, d'ailleurs, historique chez Todd, lorsqu'il écrit que ces États fraîchement décolonisés ne pouvaient pas imaginer autre chose, là je cite, imaginer autre chose que de tenter de devenir des nations. Alors là aussi, vous voyez, bon, je dirais, le sophisme s'est auto-dénoncé, puisque jusque-là, je rappelle, on était dans le nominalisme de l'ONU, hein. Donc, bon, ça y est, ils sont indépendants, ils se sont inscrits à l'ONU, donc c'est des États-nations. Ah oui, mais non, parce qu'en fait, c'est des États qui essayent de devenir des nations. Hein, donc, nation, alors État, peut-être qu'État, c'est purement nominaliste, vous voyez, il suffit d'être inscrit, mais nation, visiblement, il faut aussi le devenir. Hein, donc c'est bien qu'il y a une substance, c'est bien qu'en fait, il y a une quodité, il y a une définition substantielle et pas simplement nominale. Et dans cette formulation, c'est-à-dire des États qui essayent de devenir des nations, je dirais que ça correspond effectivement à un processus qui a été observé dans la périphérie immédiate du cœur de l'Occident historique, hein, principalement au XXe siècle, enfin fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Donc en réalité, dans des aires culturelles ou sous-culturelles, hein, des parties, voilà, souvent un peu périphériques de l'Occident historique, qui avaient du retard, disons, dans justement la formation de l'État-nation du troisième Occident, de l'Occident démocratique. Ça a notamment été le cas en Allemagne et en Turquie, presque à la même époque, ou plus exactement sur les ruines du Deuxième Empire allemand et sur les ruines de l'Empire ottoman, hein, avant que tout cela ne devienne d'un côté l'Allemagne, de l'autre la Turquie.
Et ça a pris la forme assez bien comprise, d'ailleurs je dois le dire, par Philippe Fabry, de ce que lui appelle la Révolution nationale. Et dans les deux cas, cette révolution nationale, donc c'est cette construction d'une véritable identité de nation moderne, c'est-à-dire de nation associée à un État, hein, de nation d'État-nation, est passée par la désignation d'un ennemi intérieur, hein, notion chère à Carl Schmitt, et par une épuration ethnique, d'ailleurs assez brutale dans les deux cas, hein, génocide arménien, génocide juif, dont le rôle était de fonder culturellement l'unité nationale. Je signale d'ailleurs au passage que, à mon avis, sur le territoire des despotismes orientaux chers au cœur d'Emmanuel Todd, on remarque en ce moment même à l'œuvre, je pense, des processus faisant penser à cette logique de la révolution nationale. Et là, je pense par exemple dans le cas de la Chine, à ce qui se passe au Turkestan chinois. Alors, est-ce que ça mérite vraiment le qualificatif de génocide, etc. Bon, moi, je ne suis pas du tout un expert de ces questions, je ne compte pas me prononcer. Enfin, visiblement, il y a quand même une forte tentation de désignation d'un ennemi intérieur qui serait, bon, si vous voulez, le chinois musulman. Pendant que en Russie actuelle, hein, même avec une certaine acuité au cours des dernières semaines, hein, vous avez toute cette frange de l'opinion située à la droite de Vladimir Poutine et de son parti Russie Unie, donc ce qu'on appelle souvent les turbopatriotes, chez lesquels on observe de plus en plus, notamment sous la forme d'une forte animosité à l'encontre de l'oligarchie moscovite et avant tout de la partie juive de cette oligarchie moscovite, bon, on observe une forme de désignation de l'ennemi intérieur qui fait penser, hein, mutatis mutandis, mais à ce qu'on a pu observer presque un siècle plus tôt, hein, que ce soit en Allemagne ou en Turquie, et que ce soit, si vous voulez, quelle que soit l'ampleur réelle dans la société du phénomène, ça j'ai du mal à m'en rendre compte, mais il est certain que ça inquiète suffisamment le pouvoir russe pour l'avoir amené, par exemple, à embastiller certains leaders de ce courant d'opinion. Cela dit, on fait le bilan, moi j'aurais tendance à dire que malgré tout, à l'heure actuelle, si vous voulez, à l'est de l'Allemagne et à l'est de la Turquie, eh bien moi je ne vois pas de pays, hein, où un tel processus serait allé jusqu'à l'accomplissement. Hein, qu'il s'agisse de la Chine, de l'Iran, de l'Inde, de l'Indonésie, a fortiori de l'Afrique du Sud. Bon, ce que moi je vois, eh bien, ce sont des territoires dont les frontières sont plus ou moins contrôlées, sécurisées par un appareil d'État, notamment militaire, et notamment un appareil de sécurité, des services secrets, et avec sur ces territoires eh bien, des populations culturellement, souvent même linguistiquement, ou au moins religieusement, hétérogènes. Et alors oui, je veux bien croire que dans les mégapoles et les grands centres urbains, notamment les capitales politiques, de ce genre d'ensemble, vous allez trouver une élite que moi je décrirais comme néocoloniale, hein, donc par exemple les princes rouges de Pékin, qui eux aimeraient bien effectivement que tout ce magma passablement hétérogène, hein, d'ethnie et de culture finisse par s'amalgamer en un truc relativement stable et assez facilement orientable et maîtrisable dans leur idée, hein, eux se l'imaginent comme ça au moins, sur le modèle des nations de l'Occident historique. Est-ce que pour autant c'est en train de se produire, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se produise? Ben, moi j'ai l'impression que en gros non. Alors on pourrait multiplier les exemples. Donc par exemple, cet échec qu'a été la révolution nationale arabe, hein, telle qu'elle a cherché à se produire, hein, sous la forme du nasserisme, du panarabisme, dans les années 60-70. Bon, ça n'a pas marché, hein, l'épilogue syrien en est une manifestation, je dirais, aussi claire que cruelle. Alors il faut bien entendu se demander pourquoi. Hein, donc ça, Emmanuel Todd ne le fait pas, hein, il risque pas de se demander pourquoi, parce que lui, il va pourquoi non, pourquoi pas, hein, pourquoi non,
et, puisque lui, il va au contraire partir du principe que oui. Bon, en posant ça comme un axiome, hein, ce qui est bien pratique, parce que du coup, on n'a pas besoin de se justifier. Non, non, c'est comme ça, c'est des États-nations, point, c'est tout. Hein, on va partir de là. Hein, on pose que c'est des États-nations, et ensuite on voit toutes les absurdités qu'on va pouvoir déduire d'un axiome aussi faux. Hein, et une fois que tout ça a été rassemblé en volume, ça va s'appeler la défaite de l'Occident. Moi, comme je considère que la réponse est quand même plutôt non, évidemment, je suis obligé de me demander alors pourquoi non. Et ma réponse, on la trouve en partie dans mon ouvrage de 2022 Covid, voilà, aux éditions Culture et Racines, je mettrai le lien en description, et en partie dans l'ouvrage suivant, que vous trouverez en auto-édition sur mon blog Substack, je mettrai aussi l'adresse en description, et dont je viens d'ailleurs de finir la mise en ligne sur ce blog, ce qui fait que les abonnés ont d'ores et déjà accès à l'intégralité du texte. Les abonnés annuels, en outre, recevront bientôt le texte entier sous forme de document PDF. Et bon, ma réponse, pour le dire en deux mots, ceux qui voudront plus de détails s'abonneront au blog. Ma réponse, c'est que pour voir apparaître un truc comme la nation de l'État-nation démocratique, c'est-à-dire de ce que j'appelle le troisième Occident, vous avez des préconditions qui se ramènent toutes à l'existence d'un substrat culturel tel que celui qui avait été fourni à ce troisième Occident en train de naître. Hein, pour moi, la naissance en Europe de l'Ouest du troisième Occident, c'est le moment révolutionnaire impérial, hein, c'est de 1789 à 1815, si vous voulez, hein, de la Révolution française au Congrès de Vienne. Bon, tout ça s'est produit sur un background historico-culturel qui était celui du deuxième Occident, hein, donc, si vous voulez, de l'Europe occidentale des monarchies absolutistes. Deuxième Occident qui s'était lui-même érigé, hein, en gros à l'époque de la Réforme et du traité de Westphalie, sur un background encore plus ancien, hein, donc c'est un peu le principe des matrioshkas, ce que moi j'appelle le premier Occident, bon, c'est, si vous voulez, l'Occident médiéval, voilà, qui est tout cela, remonte à l'époque des croisades et de la scolastique, qui pour moi sont deux phénomènes parfaitement liés, et là aussi je mettrai un lien vers un des textes de mon blog dans lesquels j'explique cette naissance de l'Occident au moment des croisades et de la scolastique. Toute cette théorie est ininterprétable dans les termes d'Emmanuel Todd, parce que, vous voyez, c'est une théorie dont les éléments de base sont culturels. Hein. Pour le début de la période, aussi religieux, si vous voulez, et théologique, parce qu'au début de cette période, dans le cas de la culture occidentale, le langage d'expression des contenus culturels est avant tout religieux et théologique. Et ça, c'est la logique culturelle, historico-culturelle, avec laquelle Todd ne peut pas opérer, puisque lui travaille dans le paradigme, disons, de ce que j'appellerais le naturalisme de l'homo economicus, hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'a jamais dépassé le marxisme de ses débuts intellectuels, alors que pour moi, je le rappelle, le marxisme est si vous voulez, une vérité historiquement localisée, hein, c'est-à-dire que c'est un modèle utilisable en gros entre 1848 et 1991. Hein. À partir du moment 1991, déjà on peut refermer la parenthèse et on revient à la base conceptuelle, c'est-à-dire en fait à ce que Todd a choisi de ne pas comprendre, hein, de ne pas intégrer, c'est-à-dire en fait à Hegel. Là, ayant dit tout cela, je veux juste brièvement revenir à cette tribune qu'un certain Soriano avait signée dans Marianne peu après la parution de la défaite de l'Occident, et dans laquelle le dit Soriano prenait le contre-pied, hein, de manière assez radicale, quoique dans une perspective avec laquelle je ne m'identifie pas non plus à 100%, mais prenait le contre-pied, hein, de cette idée toddienne de défaite de l'Occident. Dans cette tribune, Soriano critique d'ailleurs implicitement, hein, c'est pas dit comme ça, mais il critique justement cette idée d'Emmanuel Todd, cet emploi indiscriminé, cet emploi hyper universalisant, si vous voulez, de la notion d'État-nation,
en faisant remarquer, donc Soriano, que ces régimes, ces despotismes orientaux dont Todd, entre guillemets, prend la défense, hein, qu'il essaye de décrire comme des États-nations qui, curieusement, seraient plus fonctionnels que les détenteurs originels de la franchise, si vous voulez. Donc Chine, Russie, Inde, Iran, etc. Bon. Soriano fait remarquer que tous ces régimes relèvent en réalité d'un modèle que lui déclare anachronique, qui est le modèle impérial. Là, pour ma part, j'irai un peu plus loin que Soriano, c'est-à-dire que pour moi, le modèle moyen, hein, le plus répandu du régime politique sur les terres de l'Occident pigmenté, eh bien, ça n'est ni l'État-nation de l'Occident historique, par définition, ça ne peut pas l'être, mais ça n'est pas non plus l'empire, hein, la dynamique impériale telle qu'on la connaissait, à l'époque encore de Ibn Khaldoun, et telle que Ibn Khaldoun, justement, l'avait décrite. Hein. Je dirais plutôt que ces régimes de l'Occident pigmenté sont des singeries de l'État-nation occidental, assortis à des éléments de branding, hein, c'est-à-dire des éléments de particularisation par la folklorisation, et que ces éléments, hein, ces éléments symboliques en réalité, effectivement, sont assez largement prélevés dans un passé précolonial, éventuellement dans un passé impérial. Alors, et de toute façon, je pense que Soriano a raison quand il sous-entend que ces formes impériales, ces formes du XIVe siècle et avant, hein, de l'époque d'Ibn Khaldoun, n'ont pas vraiment ressuscité, hein, dans ces régimes de l'Occident pigmenté, et qu'elles sont simplement convoquées en réalité par des appareils de propagande, par des équipes de com, hein, aux fins de simplement colmater les brèches de la singerie. Hein. C'est-à-dire que fondamentalement, ces régimes, qu'ils se l'avouent ou pas, hein, dans leur idéologie, leur propagande, bon, mais poursuivent l'œuvre de la colonisation, hein, c'est-à-dire prétendent mettre en place des républiques, État national, hein, sur un modèle occidental, avant tout ouest-européen, avec d'ailleurs souvent, dans la capitale, dans les mégapoles, une élite professionnelle, une sorte de bourgeoisie d'État, et la jeunesse dorée, hein, les enfants en fait des apparatchiks du régime, qui eux prennent plus ou moins au sérieux cet idéal occidental, vous voyez, qui vont dans les manifs, vous voyez, à Minsk, lorsque les suppôts de Georges Soros essayent de les convaincre qu'il faut à tout prix chasser Alexandre Loukachenko au plus vite pour pouvoir enfin mériter sa Gay Pride. Et cette partie, on va dire, à la fois naïve et ambitieuse, hein, c'est cette jeunesse au sens sociologique dans les sociétés de l'Occident pigmenté, ne peut qu'être déçue, hein, ne peut que constater que la réalité de la singerie n'est même pas à la cheville de ce qu'elle prétend singer. Et c'est à ce point du débat, si vous voulez, donc ça c'était la Russie de Yeltsin, vous voyez, et c'est à ce point du débat que sont arrivés des génies, hein, finalement ceux qui réussissent à se mettre parfaitement en phase avec le Zeitgeist. C'est une forme du génie, c'est même probablement sa forme la plus répandue, donc en l'occurrence des génies de la com, hein, des spin doctors, donc typiquement comme Vladislav Surkov en Russie. Et ils ont résolu le problème, c'est-à-dire en fait, ils ont proposé une pseudo-solution, mais assez efficace, au pseudo-problème que posait cette insatisfaction de la jeunesse, de la jeunesse élitaire, hein, en réalité de la jeunesse néocoloniale, dans ces pays face à la singerie institutionnelle, en expliquant que non, vous savez, ici ça va pas pouvoir ressembler mot pour mot, vous voyez, reprendre littéralement les termes de l'Europe de l'Ouest, parce que nous avons d'autres caractéristiques culturelles. Hein, c'était l'époque, par exemple, où Alexandre Douguine, par exemple, prétendait mettre au point la 4e théorie politique, hein, celle qui succéderait aux 3 théories politiques de la modernité occidentale, libéralisme, communisme, fascisme. Et cette 4e théorie politique
qui aurait donc dû voir le jour dans la Russie actuelle, il en définissait le principe central comme le principe du Dasein culturel. Donc si vous voulez, bon, en réalité c'est quoi? C'est la démocratie souveraine, ce concept central de démocratie souveraine, donc dû à Vladislav Surkov, mais dans un cadre théorique où, si vous voulez, on va essayer d'y croire. Hein. Alors pour ma part, dans un podcast que vous trouverez, je mettrai aussi le lien en description, un podcast que vous trouverez sur mon blog, Substack, j'avais expliqué il y a déjà quelques mois pourquoi je pense qu'en réalité ces sociétés et ces régimes de l'Occident pigmenté sont aujourd'hui beaucoup plus instables, hein, tout à fait à l'inverse de ce que prétend Todd, sont beaucoup plus instables que les régimes et les sociétés effectivement malades, hein, par ailleurs là-dessus on est d'accord, de l'Occident historique. Et c'est, je l'ajoute maintenant, c'est cette instabilité, hein, qui est appelée à occulter, hein, à nier, à essayer de faire oublier ce branding culturel, hein, cette particularisation, ce pseudo-anti-universalisme, parce que en réalité le mode de pensée sous-jacent est par définition universaliste, puisqu'il est occidental, mais vous voyez, on va faire semblant justement de croire à ce que Dugin appelait le Dasein culturel. À partir de là, je vous proposerai en conclusion de reformuler, de mon point de vue, c'est une explicitation, hein, donc du dogme de Todd. Donc Todd, n'est-ce pas, écrit qu'il existe des États-nations enracinés dans des cultures diverses. Là, je dirais que pour que ça commence à ressembler vaguement à la réalité du monde, il vaudrait mieux dire qu'il existe des singeries dans ce qu'on appelait, il y a encore 10 ans, le tiers-monde. Hein. Il existe principalement, il n'existe presque que, hein, des singeries de la forme occidentale de l'État-nation, et que ces singeries, hein, s'emploient à occulter leur caractère bancal, hein, leur précarité de singerie, hein, et leur instabilité politique foncière, en ayant recours à un branding, hein, à une symbolique historico-culturelle qui va aller puiser dans le vaste répertoire des légendes, des mythes, des récits plus ou moins historiques sur ces formations politiques qui avaient précédé dans ces aires géographiques l'ère coloniale, hein, l'arrivée de la domination des Blancs, mais dont le legs culturel est, de mon point de vue, si vous voulez, un souvenir livresque, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'a pas de réalité dans la culture vécue, hein, et actuelle, hein, contemporaine, des peuples en question, ou très peu de réalité, et sûrement pas assez de réalité, pour influencer, définir le régime politique en place, qui est un régime, encore une fois, néocolonial. Donc l'émergence, hein, sur ces territoires de l'Occident pigmenté de formes politico-culturelles originales et réellement enracinées, hein, parce que là il s'agit d'un pseudo-enracinement, hein, c'est-à-dire on va aller rechercher je ne sais quelle photographie de fouilles archéologiques, et puis on va mettre ça en une reproduction, vous voyez, 3 mètres sur 5 sur la façade du comité central du front de salut public constitué l'année de la décolonisation, qui a aussi été par hasard, hein, l'année de l'arrivée au pouvoir du grand-père, hein, du président à vie, qui encore aujourd'hui... Bon. Cela dit, l'émergence de formes politico-culturelles réellement enracinées, qui serait en quelque sorte une expression organique, hein, de la culture des masses de cet Occident pigmenté, donc en fait des couches les moins occidentalisées, hein, de ces sociétés, c'est quelque chose que je n'estime absolument pas impossible. Simplement, je pense que ça ne se produira probablement pas sans un renversement préalable, d'ailleurs probablement assez radical et assez brutal, des régimes actuellement en place dans l'Occident pigmenté,
qui sont paradoxalement justement ces régimes que Mearsheimer, Todd et toute la fine équipe de l'école pseudo-réaliste nous présentent aujourd'hui comme, si vous voulez, l'Occident qui a réussi. Hein, enfin, le modèle, ce bon Occident qu'on avait pendant les 30 glorieux, sous De Gaulle, etc., et puis qu'on a gâché parce qu'on a été de tels ingrats avec De Gaulle, vous voyez, mai 68, voilà, et parce que bon, on a eu le tort de vieillir en fait, hein, enfin les boomers en tout cas l'ont eu, hein, maintenant, et, oui, ils ont 70 berges, donc bon. D'où réflexe nostalgique, hein, on aimerait bien retrouver nos 25 ans, bon, et nos 25 ans, donc vient nous dire l'amuseur de foire Todd, mais ils existent, vous savez, ils se trouvent simplement quelques milliers de kilomètres plus à l'est, et quelques milliers de kilomètres plus à l'est, vous allez effectivement trouver, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver une singerie, et cette singerie, comme par hasard, ressemble à cette illusion nostalgique, vous voyez, un peu comme, si vous voulez, la Ukrainian Bride, vous voyez, du site de rencontre, va curieusement, et un peu par hasard, ressembler, hein, aux nostalgies de Tradwife, vous voyez, de l'identitaire occidental un peu déboussolé. Voilà, donc là je dirais que comme en gros, on a démonté l'axiome, donc bon, on a fait le boulot, hein, on pourrait s'arrêter là à la rigueur, hein, d'une certaine manière, on en a fini, hein, avec cette idée de défaite de l'Occident. Moi, je pense que par souci d'exhaustivité, par méticulosité naturelle, et puis il faut le dire aussi par méchanceté, hein, je compte m'acharner, hein, donc je vais poursuivre cette lecture commentée, hein, de ce concentré du faux, hein, de Todd. Donc attendez-vous à de nouvelles doses d'anti-Todd. Et d'ici là, bien évidemment, circulez car il n'y a rien à voir.